Alors, nous allons traiter ce soir des manuels et des programmes d'histoire. Dans son visionnaire et indispensable roman d'anticipation 1984, George Orwell prête à Big Brother et donc au parti la sentence suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. C'est dire, si l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire ne constituent pas un sujet parmi d'autres, mais le sujet par excellence qui conditionne l'avenir d'un peuple et d'une nation, c'est dire que cet enseignement a toujours été l'objet de luttes féroces qui permettaient à l'historien Fustel de Coulanges d'écrire, je le cite, « L'enseignement de l'histoire est une guerre civile, mais aussi, heureusement, de manière plus apaisée, c'est l'histoire mal connue qui nous divise, c'est l'histoire bien connue qui nous réconciliera. C'est la mémoire d'un passé vécu en commun, c'est la fidélité à une culture, à une langue, à une religion, à des mythes fondateurs communs qui ont permis à des nations, un temps rayées de la carte politique, de renouer avec leur destin et l'existence politique. Nous pouvons ainsi penser à la nation française du Québec, abandonnée en 1763 au milieu d'un océan de population anglo-saxonne, à la Pologne, partagée tout au long du XIXe siècle entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, à la Grèce, occupée pendant 4 siècles par les Turcs ottomans. L'occupation que nous subissons n'est pas moindre, selon des modalités différentes que celles que subirent ces pays. Ainsi, la Commission européenne décide des plus minimes détails de notre vie quotidienne, de la taille des mailles des filets de pêche aux conditions d'élaboration de nos fromages traditionnels. Comme vous le savez, 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont en fait que la transposition en droit français de directives européennes. Notre sujet est donc de chercher à discerner ce que transmettent aux jeunes Français, ou du moins aux élèves des écoles françaises, les programmes officiels d'histoire, ainsi que les manuels mis à la disposition des élèves. Comment se présentent ces programmes ? En 6e, le programme est, je le cite, « des mondes anciens au début du Moyen-Âge », soit globalement du 3e millénaire avant Jésus-Christ au 8e siècle après Jésus-Christ, donc une période de 4000 ans. Ce n'est plus du survol, c'est de la navigation stratosphérique. Sont ainsi expédiés l'Égypte ou la Mésopotamie, au choix, le monde grec, en insistant sur la démocratie athénienne, qui ressemble à la nôtre comme la normalité de François Hollande s'apparente à la majesté de Louis XIV, Rome, les débuts du judaïsme et du christianisme, et enfin, 2 empires chrétiens au choix, soit Byzance, soit l'empire carolingien, puis 2 empires lointains, soit la Chine des Rans, soit l'Inde des Gupta. Voilà, c'est ça le programme de 6e. En 5e, du Moyen-Âge au temps moderne, soit du 7e au 17e siècle, une période de 9 siècles, qui couvre les débuts de l'islam, l'Occident féodal du 11e au 15e siècle, avec un regard sur l'Afrique et l'obligation d'étudier un empire au choix, soit l'empire du Ghana, soit l'empire du Mali, soit l'empire Songhai, soit l'empire Monomotapa. Rassurez-vous, comme le disait Laurent Wirth, inspecteur général d'histoire, je le cite, « L'étude du Mali n'occupe que 10% des horaires de 5e. » Ensuite, la période du 15e au 17e siècle, qui couvre donc la Renaissance, les guerres de religion et la monarchie absolue. Notons à ce propos que dans des classes où la moitié du temps est consacré à faire de la discipline, la dernière partie du programme n'est jamais traitée. Certains élèves risquent ainsi, tout au long de leur scolarité, de ne jamais entendre parler de Louis XIV, qui est traité en fin de 5e, et qui des fois n'est pas traité. En 4e, la période couverte, c'est du siècle des Lumières à l'âge industriel. Apparaissent là des thèmes transversaux, les arts, témoins de l'histoire des 18e et 19e siècles, période de 2 siècles. Ensuite interviennent l'étude des empires coloniaux, l'Europe des Lumières, les traites négrières et l'esclavage, qui apparaît comme un sujet névrotique, puisque cette question de l'esclavage a déjà été traitée en 5e comme sujet à part entière à l'occasion de l'étude des empires africains, puisque tous les empires africains sont des empires esclavagistes.
Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI. Le règne de Louis XV, quant à lui, a disparu corps et bien dans le triangle des Bermudes. Ensuite, toujours en quatrième, la Révolution et l'Empire, et l'apparition d'un nouveau thème, l'invention de la vie politique. On croit rêver. Avant 1789, il n'y aurait pas eu de vie politique en France. Voilà un pays qui existe depuis 13 siècles. Si on prend comme date de naissance de la France le baptême de Clovis en 496, et qui n'aurait pas connu de vie politique. Charlemagne, Louis IX, Philippe le Bel, Louis XI, François Ier, Richelieu, Mazarin, tous ces personnages historiques ne seraient donc pas des hommes politiques pour nos modernes diafoirus. Pour ces gens-là, négocier les traités de Verdun, des Pyrénées ou de Westphalie, ce n'est pas faire de la politique. En revanche, flatter en période électorale le cul des vaches au salon de l'agriculture, ça c'est de la politique, voire de la grande politique. Face à de telles inepties, le commun des mortels que nous sommes cherche à se raccrocher à quelques références sûres, afin de ne pas complètement désespérer de l'humaine condition. Les intellectuels méditeront la réflexion désabusée de Jean Cocteau. Le drame aujourd'hui, c'est que la bêtise pense. Le bon peuple, quant à lui, préférera la verdeur des dialogues de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs, Lino Ventura laissant tomber cette immortelle et plus que jamais actuelle réplique « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Bien évidemment, tout au long de l'étude de cette période de la Révolution, il n'est bien sûr pas question des guerres de Vendée, et l'étude de l'Empire devient une option. La période 1815-1914 est un régal, je cite le programme officiel. Les régimes politiques sont simplement caractérisés. Le sens des révolutions de 1830 et de 1848, établissement du suffrage universel et abolition de l'esclavage, toujours la même névrose autour de l'esclavage, et de la Commune est précisé. L'accent est mis sur l'adhésion à la République. On étudie l'affaire Dreyfus et la séparation des églises et de l'État en montrant les enjeux. La Restauration et le Second Empire ont disparu des priorités. La défaite de 1870 devient moins importante que l'affaire Dreyfus, dont on parle. En classe de troisième, c'est la fin du collège, qui couvre donc la période 1914-2000. Est-il utile de préciser que nous sommes sur certains de ces sujets plus dans le jugement politique que dans l'appréciation historique? Pour vous donner une idée de l'état d'esprit, voici quelques éléments officiels concernant la Seconde Guerre mondiale. Connaissance à acquérir, selon le programme, : ouvrez les guillemets. Le régime de Vichy, autoritaire et antisémite, s'engage dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne nazie, en liaison avec la France libre, la résistance intérieure lutte contre l'occupant et porte les valeurs de la République. Fin de cette citation. Fermez le banc. Mais le plus intéressant n'est pas là. Le plus intéressant est dans le document que je vous ai remis, ou que Claude vous a remis, et dont j'espère vous avez tous un exemplaire. Normalement, vous avez 2 feuilles. Non, je vois monsieur qui n'a pas de feuilles, elles sont restées à l'entrée. Mais c'est pas grave, il y a une dame qui les donne gentiment. Ces 2 feuilles, c'est quoi? Vous le voyez, c'est inscrit en haut. À la fin de la scolarité obligatoire, l'élève doit connaître et savoir utiliser les repères historiques suivants. Les repères étudiés à l'école primaire figurent en italique. Voilà. C'est ce que, au moment de passer ce que l'on appelait autrefois le brevet des collèges, on demande aux élèves d'avoir retenu. Alors, vous en avez un exemplaire, je ne vais pas vous le lire, hein, c'est un petit peu fastidieux. Il y a donc là 43 événements. Sur ces 43 événements, quasiment un tiers couvre la période antérieure à 1789. C'est-à-dire, on a un tiers des événements à retenir, qui couvrent, 18 siècles, voire un peu plus de notre histoire, et puis on a les 2 tiers qui couvrent uniquement 2 siècles. Donc on a déjà là une disproportion tout à fait surprenante. Quels sont les éléments d'analyse que l'on peut livrer à la lecture de ce document? Le premier élément, c'est tout d'abord l'hypermnésie d'un certain nombre de phénomènes. L'hypermnésie de quoi? Des mythes fondateurs de la République, puisqu'il est question de l'encyclopédie, que 3 dates sont données concernant la Révolution française, qu'il est question de Jules Ferry, de l'affaire Dreyfus, des lois de séparation,
Également, vous ne pouvez pas ne pas être surpris dans ces 43 événements sur le fait que la deuxième date à retenir, c'est 622 l'Hégire, qui est un événement qui n'a rien à voir avec l'histoire de France, puisque vous vous rappelez que l'Hégire, c'est l'exil, enfin c'est la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine. Donc ce qui n'a rien à voir avec le sujet et avec l'histoire de France. Ce relativisme religieux s'incarne dans cette date, 622 l'Hégire, également en 1598, dans le fait de mettre en avant l'édit de Nantes. Quelle est la volonté des rédacteurs de ce document ? C'est de montrer que la France n'est pas une nation catholique. Il y a des catholiques, certainement, mais 622 d'une part, l'édit de Nantes d'autre part, dont on explique que c'est la paix qui est faite avec les protestants, c'est un relativisme religieux. 622 n'est pas en Italie. Non, j'ai pas dit que c'était en italique. Ah non, je pensais que c'était que ceux qui étaient en Italie. Non, ceux qui sont en italique, c'est les dates qui ont déjà été vues dans le primaire. Ah oui, d'accord. Voilà, donc 622 n'est pas en italique, ça n'a pas été vu dans le primaire. Hypermnésie également du thème de l'Europe. 800, c'est le couronnement de Charlemagne, et ensuite c'est les traités de Rome, de Maastricht, la monnaie européenne. C'est également l'hypermnésie de tout ce qui est de nature à plaire à des populations étrangères à notre civilisation et de nourrir leurs ressentiments contre nous. Il y a 622, dont je viens de vous parler, et puis il y a également 1848, l'abolition de l'esclavage. Que représente l'abolition de l'esclavage au regard de l'histoire de France ? L'abolition de l'esclavage, ça concerne les Antilles, la Guyane peut-être, mais je ne crois pas qu'il y en avait beaucoup. Donc par rapport à ce qu'est l'histoire de France, c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est sans doute pour ne pas déplaire à ces populations qu'il n'est d'ailleurs fait aucune mention, contre toute attente, de la Shoah à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. On se serait attendu à ce qu'il... Mais, à mon avis, les mêmes qui sont contents de l'abolition de l'esclavage ne seraient peut-être pas d'accord qu'on parle de la Shoah. Cette inféodation à l'ère du temps débouche sur le grotesque 1995-2007, les années Chirac. Dans la liste que nous avons sous les yeux, ne sont mentionnés ni Clovis, ni Philippe le Bel, ni Louis XI. Aucun, hormis Louis XIV, un peu difficile à évacuer, des 43 qui ont fait la France, mais est cité Jacques Chirac, dont le seul acte politique majeur positif est sans doute d'avoir refusé d'engager la France dans l'opération punitive menée par les États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein. Convenons-en, ce refus méritoire de mener une guerre injuste, ce n'est ni Bouvines ni Marignan, et ce n'est sans doute pas à ce titre que les auteurs des programmes ont jugé que cette inaction méritait à son auteur d'être gravée dans des mémoires, au final peu encombrées. Puisque je vous le rappelle quand même, ces 43 événements à retenir, c'est ce qui reste des 4 années d'études au collège. C'est-à-dire, on demande au 6e, 5e, 4e, 3e, plus le primaire. Voilà. C'est-à-dire, en gros, au bout, le primaire, ça fait 6 ans. Au bout de 10 ans d'études, on demande d'avoir retenu 43 événements. Ça reste à la portée d'une mémoire relativement moyenne. Hypermnésie d'un certain nombre de thèmes, mais amnésie d'autres thèmes. Les thèmes qui sont oubliés, bien sûr, ce sont les dates fondatrices de l'identité française. Pas de mention du baptême de Clovis en 496. Pas de mention de la bataille de Poitiers en 732. Pas de mention de la bataille de Bouvines, qui vit la victoire de Philippe Auguste sur les impériaux avec l'aide des communes. Pas de mention du sacre de Charles VII à Reims en 1429. Pas de mention de Jeanne d'Arc. Voilà, dans l'histoire de France, il est question de Chirac et de Dreyfus, il n'est pas question de Jeanne d'Arc. Pas de mention de 1515, c'est la date la plus facile, nous la connaissons tous. François Ier, la bataille de Marignan, armé chevalier par Bayard à Marignan. Pas question, bien sûr, du vœu de Louis XIII en 1638. Les programmes de seconde, de première et de terminale ne font que confirmer ces choix pédagogiques. En seconde, il s'agit, je cite le programme, de replacer l'histoire des Européens dans celle du monde de l'Antiquité au milieu du XIXe siècle. En première, comprendre le XXe siècle sur la période 1850-1945, et en terminale,
le monde contemporain de 1945 à nos jours. On doit à la vérité de dire que si les programmes d'histoire du primaire procèdent du même état d'esprit, en accordant une place importante à l'histoire des arts, ils se concentrent plus sur l'histoire de France et le baptême de Clovis, Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc sont bien nos programmes. Voilà, première partie de cette intervention sur les programmes d'histoire. Deuxième partie maintenant, car les programmes c'est une chose, mais comment est-ce que cela s'incarne dans les manuels d'histoire? Et ce sera donc ma deuxième partie. Sur la forme, l'observateur profane, mais un peu attentif, est frappé immédiatement en regardant ces manuels d'histoire par 4 éléments. Premier élément, c'est la richesse de l'iconographie et la qualité visuelle des plans, des schémas, des reconstitutions. Voilà, j'ai sous les yeux le manuel Magnard de 6e, et donc à la page 59. Voilà, c'est sur Athènes, 57, 58, 59. L'architecture d'un temple grec. Bon, alors, il y a des photos, enfin c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est très pédagogique, c'est très clair, il y a un petit schéma. Vraiment, c'est une très très bonne, très riche qualité iconographique. Premier constat, donc, en regardant ces manuels, la richesse de l'iconographie. Deuxième constat, la prédominance des photos, des reconstitutions, des documents et des témoignages sur le texte. J'ai là un autre manuel, qui est le manuel Attier. C'est le dossier sur la guerre d'Algérie. On a 6 lignes de texte, ensuite 3 textes, une déclaration de Pierre Mendès France en 1954, disant que l'Algérie c'est la France, une proclamation du FLN du 1er novembre 1954, expliquant pourquoi il déclenche la rébellion, et puis un enfant dans la guerre, Saïd Ferdi, qui explique comment les parachutistes sont venus massacrer son village. 3 textes, un extrait de journal, De Gaulle, plus de barrières, donc le journal d'Alger, De Gaulle, plus de barrières entre les deux communautés, une photo, c'est un HSS Sikorsky, là, qui vient récupérer des parachutistes, une carte de l'Algérie, c'est pas inutile pour que les gens s'y retrouvent, un drapeau du FLN, et puis une comparaison des populations européennes et musulmanes. Bon. Et puis derrière, il y a des questions. Voilà. Le texte, ce que l'élève doit retenir, il y a 6 lignes. Tout le reste, c'est des documents. Bon. Les documents, on le verra tout à l'heure dans d'autres domaines, très largement orientés. C'est-à-dire que toute la réflexion qui va se faire à partir des documents est bien sûr débitrice, liée aux documents qui sont présentés. Deuxième constat, prédominance des photos, des reconstitutions, des documents. Troisième constat, l'absence de résumé qui permettrait à l'élève de savoir que retenir à propos d'une leçon. Et quatrième constat, la quasi-disparition de tout repère chronologique. La confusion étant encore augmentée par le fait que passer en quelques pages de la démocratie athénienne au site Gupta de Nalanda, sans oublier au passage un détour par Constantinople ou les catacombes chrétiennes de Rome, ne peut qu'être source d'une immense confusion dans l'esprit d'enfants de 11-12 ans. On manie les espaces géographiques et les événements chronologiques sans qu'il y ait de cohérence ni de suite, quoi. Alors pour un petit bonhomme ou une petite fille de 11-12 ans, c'est sûr, c'est la brasse coulée. Sur le fond, la méthode adoptée, c'est-à-dire le primat des illustrations et des documents sur le texte, prête d'emblée le flanc à une technique de manipulation des esprits que dans son roman Le Montage, Vladimir Volkov a présenté sous le nom des parts inégales. Il s'agit de donner à certains faits réels une place disproportionnée par rapport à ce qu'ils représentent effectivement. Un exemple. Le texte ayant quasiment disparu, le choix des documents présentés va naturellement jouer un rôle déterminant, impactant l'intelligence et la sensibilité des lecteurs. Prenons le manuel Belin de 5e. Page 114-115, c'est le dossier qui est consacré à la conquête du Mexique par Cortés. Que comporte ce dossier? Alors, il y a
4 lignes de texte. Après les grandes découvertes, les conquistadors espagnols se lancent à l'assaut des grands empires indiens d'Amérique. Débarquant au Mexique avec moins de 600 hommes, 30 chevaux et 10 canons, Cortés s'empare de l'empire des Aztèques et fonde la Nouvelle-Espagne. C'est très factuel, mais c'est très bref. Les 6 documents, il y a quoi? Une carte, c'est toujours une bonne idée pour savoir où est le Mexique. 2 illustrations, une rencontre entre Cortés et l'empereur Montezuma, et puis une image de l'époque de bataille entre les Indiens et les Espagnols. 3 textes. Un texte espagnol manifestant l'admiration des Espagnols devant le marché de Tenochtitlan, donc qui est la capitale de Mexico. Un texte relatant la rencontre entre Montezuma et Cortés. Et ensuite 2 textes qui vont tous les deux dans le même sens. Un texte de Sepúlveda et puis un texte de Bartolomé de las Casas sur le sort réservé aux Indiens. Sepúlveda: les Indiens étant par leur nature esclaves, barbares, incultes et inhumains, s'ils refusent d'obéir à d'autres hommes plus parfaits, il est juste de les soumettre par la force et par la guerre. Donc, texte de Sepúlveda. Et un deuxième texte, un thème de Bartolomé de las Casas, parlant des Espagnols: ils n'ont rien fait depuis 40 ans, sinon de tuer les Indiens, de les faire souffrir par des méthodes extraordinairement cruelles, nouvelles et variées. Il y a eu 2 façons pour ces gens qu'on appelle chrétiens de tuer les Indiens. La première, ce furent les guerres cruelles et sanglantes. La seconde fut un esclavage si dur, si horrible, que jamais des bêtes n'y ont été soumises. Et en fait, il oublie, mais c'est moins... La principale manière de tuer les Indiens, ça a été quoi? Ça a été les virus. Mais alors, dans une proportion qu'on n'imagine pas. C'est 80% de la population a disparu, quoi. C'est pas... alors je dis, on passe de 15 millions d'habitants à 2 millions d'habitants. Enfin, mais pas parce qu'on les a massacrés, parce qu'ils ont attrapé la variole, etc. Et qu'ils étaient pas... c'est très, très impressionnant, ça. Dans sa conférence sur l'évangélisation... Alors, Las Casas... Non, j'en parle maintenant. Dans sa conférence sur l'évangélisation des Indiens d'Amérique, lors de notre université de 1992, notre ami Jean Dumont nous avait expliqué que tous les travaux récents sur ces questions, en particulier ceux du dominicain Alvaro Huerga, professeur à l'Angélique à Rome, démontraient que Bartolomé de las Casas avait très largement exagéré la situation. Certains chercheurs, comme le père Pedro Borges, professeur à l'université de Madrid, franciscain il est vrai, remettent en cause l'existence même de certains sermons cités par las Casas. Peu importe. L'effet souhaité est obtenu. Les conquistadors sont des monstres. Il n'y a pas une ligne sur la raison majeure du succès rapide de Cortés et de ses compagnons. Voilà, à 600, ils ont abattu un empire qui comprenait des millions de personnes. Il y a quand même quelque chose d'incompréhensible là. Mais la raison majeure, c'est quoi? C'est l'oppression effroyable que faisaient peser les Aztèques sur les Olmèques, Chichimèques et autres Tlaxcaltèques, au prix de milliers de sacrifices humains. Parmi les documents, font défaut les témoignages dont Jacques Soustel, peu suspect d'intégrisme catholique, nous livre la synthèse dans la vie quotidienne des Aztèques à la veille de la colonisation espagnole. Je le cite. Dans la forme la plus courante de ce rite, le sacrifice humain, la victime était étendue, le dos sur une pierre légèrement bombée, tandis que 4 prêtres lui tenaient les bras et les jambes, et qu'un 5e, lui ouvrant la poitrine d'un coup de son couteau de silex, lui arrachait le cœur. Mais telles n'étaient pas les seules formes de sacrifice. On décapitait pendant qu'elles dansaient en feignant d'ignorer leur sort les femmes vouées à la mort en l'honneur des déesses terrestres. On noyait les enfants offerts au dieu des pluies Tlaloc. On jetait dans un bûcher, anesthésiés par le Yotli Hachish, les victimes du dieu du feu. On perçait de flèches ceux qui, attachés à une sorte de chevalet, personnifiaient le dieu Xipétotec. Après quoi on les écorchait et les prêtres se revêtaient de leur peau. Dans la plupart des cas, la victime était habillée, peinte et ornée de manière à représenter le dieu auquel on rendait un culte. Ainsi, c'était le dieu lui-même qui périssait devant sa propre image et dans son propre temple, comme tous les dieux avaient accepté de périr dans les premiers temps pour le salut du monde. Et lorsque dans certaines occasions on pratiquait le cannibalisme rituel, c'était la chair même du dieu que le fidèle absorbait dans une sanglante communion. C'est pour ça qu'à 600, ils ont réussi à faire tomber l'empire aztèque. Parce que les braves gens qui passaient à la casserole, là, disons qu'ils s'en lassaient.
Prenons un exemple de manipulation historique. Celui-là purement imaginaire. Vous êtes chargé d'élaborer un manuel d'histoire dans l'Union soviétique des années 1970. L'auteur propose, dans le chapitre consacré, je cite, « aux contradictions internes du système capitaliste, source de misère », un document qui est une photographie de l'entrée de la boulangerie Poilane, effectivement impressionnante à Paris le dimanche matin, et sous-titrée « Une boulangerie parisienne ». Et c'est vrai. Le fait anecdotique, tout le monde n'achète pas son pain chez Poilane, est élevé au rang d'événement révélateur d'une crise alors inexistante, et en tout cas de cette manière surestimée. De manière outrancière, mais profondément vraie. Nous dirions que ce n'est pas parce qu'un fait est matériellement réel qu'il est historiquement vrai et significatif. Voilà. Vous voyez, pour moi, c'est une idée importante de cette conférence de ce soir. C'est pas parce qu'un fait est réel qu'il est historiquement significatif. Un fait réel, voilà, n'est pas toujours historiquement pertinent. Après le choix tendancieux des documents, je vous propose de vous pencher sur une autre méthode d'orientation des esprits, l'art du titre et du sous-titre. Prenons le Magnard de 4e. Et voilà. Page 180-181. Les colonies, un monde dominé. Donc vous avez le texte sur la gauche et puis 6 documents. Sur ces 6 documents, il y a 2 textes qui manifestent l'exploitation des colonies en Indochine. Le point de vue d'une historienne, en Indochine, à Madagascar, en Afrique noire, on trouve un régime de domination autoritaire. Bien. Et puis un texte de Maupassant, pareil, sur les colonies. Dès les premiers pas, on est saisi par la sensation du progrès mal appliqué à ce pays. Il s'agit de l'Algérie. De la civilisation brutale, gauche, peu adaptée aux mœurs, au ciel et aux gens. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, bruts il est vrai, mais qui sont chez eux et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous n'avons pas compris le sens. Les 2 seuls textes, ce sont des textes de condamnation de la colonisation. Ensuite, on a une carte de l'Algérie, un schéma économique sur les échanges entre la métropole et les colonies, et 2 illustrations. Une illustration des ingénieurs européens aidés par un indigène supervise la construction de chemin de fer au Sénégal. Donc on voit qu'ils construisent une voie de chemin de fer. Et puis en dessous, le travail forcé, porteur d'ivoire au Soudan français, où on voit un brave tirailleur, alors je sais pas s'il est sénégalais ou soudanais, avec 2 gars là qui sont enchaînés et puis qui portent des ivoires. Enfin, des défenses d'éléphants. Le texte, quant à lui, il y a 3 sous-titres. Une domination aux formes variées, l'exploitation des colonies, les sociétés bouleversées. Il ne vous aura pas échappé que ces 3 sous-titres sont à connotation négative. Une domination c'est négatif, l'exploitation c'est négatif, les sociétés bouleversées, tout se passait très bien, ils sont venus foutre le brin. C'est ça que ça veut dire. Même si dans le texte, c'est plus nuancé. Même si dans le texte, effectivement, dans les territoires colonisés, les colons s'approprient les meilleures terres, ils en tirent des donc ça c'est négatif, ils en tirent des minerais, ils développent des cultures de plantation. Ils construisent des infrastructures de transport pour acheminer les matières premières et les produits agricoles. La main-d'œuvre indigène bon marché est mise au service de la métropole, souvent dans le cadre du travail forcé. Il n'y a rien sur l'abolition de l'esclavage. Je vous rappelle en particulier que le grand empire esclavagiste auquel va se heurter la France dans sa colonisation du centre de l'Afrique, ce qui deviendra l'Afrique équatoriale française, c'est l'empire de Samory. L'empire de Samory est un empire esclavagiste. Il fonctionne uniquement là-dessus. Il rasie des Noirs et il vend des Noirs aux Arabes. Rien sur l'abolition de l'esclavage, donc sur cet empire de Samory qui couvre la Guinée et le Libéria. Rien sur la paix que la France apporte entre les tribus. Rien sur les progrès sanitaires, la construction des hôpitaux, la lutte contre les épidémies. Ce sont les grands médecins militaires coloniaux que nous devrions connaître. Yersin, qui a découvert le bacille de la peste, le bacille de la peste, comme chercheur à l'Institut Pasteur à Saïgon, et Alphonse Lavran, voilà, dans mon souvenir, l'hôpital militaire de Toulon, c'est l'hôpital Lavran. Alphonse Lavran, médecin à l'hôpital militaire de Constantine, découvrant les causes du paludisme. Il n'y a rien. Voilà. Il n'est pas question de tout cela.
Les infrastructures, c'est bien ce qui est dit dans ce texte, c'est uniquement pour exploiter le pays. Les travaux du professeur Jacques Marseille, dans sa thèse en 1984, Empire colonial et capitalisme français, Histoire d'un divorce, ont démontré que les colonies, au final, ont coûté à la France plus qu'elles ne lui ont rapporté. Autre sujet clé, bien sûr, de manipulation des esprits, la Révolution française. Et je me tourne là encore vers le Magnard de 4e, à la page 89. Il y a 2 pages consacrées la Révolution et les femmes. Il y a 2 pages sur la Révolution et les femmes, 3 portraits et 3 destins de femmes, Olympe de Gouges, Marie-Antoinette, Charlotte Corday. Alors, Marie-Antoinette, elle est reine de France, Charlotte Corday, elle a assassiné Marat, on se demande ce que vient faire Olympe de Gouges là-dedans. Alors, Olympe de Gouges, si, hein, elle est féministe avant l'heure, dans mon souvenir également, elle est lesbienne, et elle est membre de la Société des Amis des Noirs. Donc tout ça, ça justifie qu'on en parle dans ce manuel. En revanche, dans le même manuel, alors qu'il y a 2 pages sur la Révolution et les femmes, il n'y a pas une ligne sur les guerres de Vendée dans le texte, mais uniquement une photo de la taille d'un timbre-poste que vous trouverez en page 73. C'est la photo de la Roche-Jacquelin. Voilà, elle est ici. Il n'y a pas une ligne sur les guerres de Vendée. Et vous avez 2 pages sur les femmes et la Révolution. Et le portrait d'Olympe de Gouges est de la taille de celui de la Roche-Jacquelin. La constitution civile du clergé n'est pas citée. L'opposition du clergé à la Révolution est réduite à des motifs matériels. Je cite le texte. Une partie du clergé refuse la nationalisation de ses biens. Voilà. Si le clergé n'est pas d'accord avec la Révolution, c'est parce qu'on pique son fric. Il est sans cesse et de manière répétitive procédé à des généralisations historiquement abusives. Le peuple de Paris en armes. Les Parisiens se soulèvent et s'emparent de la Bastille. Pour les Parisiens qui se soulèvent et s'emparent de la Bastille, c'est les agents payés par le duc d'Orléans. Les paysans attaquent les châteaux et brûlent les droits seigneuriaux. Le but est de nier la réalité que la Révolution française est faite et menée par une minorité active. Ainsi, la Convention nationale élue en septembre 1792 au suffrage universel masculin ne suscite le vote que d'1 électeur sur 10. Partie la plus intéressante, c'est la manière dont sont traités respectivement et séparément ou en confrontation l'islam et la chrétienté, le catholicisme et le protestantisme. Si nous nous tournons vers le manuel de 6e de chez Magnard, à propos des origines du christianisme, nous lisons, page 138, pour l'historien qui s'appuie sur des sources non religieuses, sous-entendu les sources religieuses ne présentent aucun intérêt, il est possible d'affirmer que Jésus a existé et qu'il est né entre l'an 6 et l'an 4 avant notre ère et mort vers 30. Son enseignement inquiète les autorités religieuses juives qui le dénoncent. Jésus est condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, alors gouverneur de la province de Judée. Il est crucifié en 30. Les sources chrétiennes, en particulier les évangiles, racontent les grandes étapes de la vie de Jésus. Donc là, vous voyez, on est au présent de l'indicatif. Et là, on bascule. Il serait né à Bethléem, et vers l'âge de 30 ans aurait parcouru la Palestine, accompagné de 12 apôtres. Il aurait accompli des miracles. Nombreux sont ceux qui écoutent son enseignement et voient en lui le Messie. Après sa crucifixion, ses disciples auraient annoncé sa résurrection. Jésus serait resté 40 jours parmi eux, puis il serait remonté au ciel. Donc vous voyez le jeu subtil entre le présent de l'indicatif, qui est le mode de l'affirmation, de la certitude, etc., et le conditionnel. Voilà, les faits, c'est il existe, il a été condamné à mort, il a été crucifié. Ce qui est incertain, c'est le fait qu'il soit né à Bethléem, qu'il y ait eu des miracles, que des disciples annoncent sa résurrection. Toujours sur les questions religieuses. En 5e, le Belin, page 70, sur la place de l'Église dans la société. L'Église dans la société. 2 titres. Une institution organisée, une institution riche et influente. Disons que ça manque de chaleur. Hein, ça manque de chaleur, ça manque d'empathie un peu. Vous allez voir, tout à l'heure, pour une autre religion, c'est pas pareil. Une institution organisée, une institution riche et influente, qui renvoie
à une notion de pouvoir. Dans le même manuel, page 146, le siècle des réformes religieuses. 2 photos existent dans ce document. La vente des indulgences. Alors on voit un moine gras et gros avec une poule ou un coq dans la main. Et puis son comparse, là, le pape, qui est en train d'encaisser de l'argent pour les indulgences. Et puis les violences religieuses. Les troupes espagnoles massacrent des protestants après la prise de la ville de Harlem. Donc les 2 illustrations sont d'anticatholiques. Et puis, on parle des indulgences, la vente des indulgences. Et alors on nous renvoie là à ce qui se passe, page 142. Définition, vocabulaire, indulgence. Dans l'Église catholique, pardon des péchés accordé en échange d'une somme d'argent. Je vous dis tout de suite, off the record, que si vous croyez que ça marche comme ça, je vous invite à prendre d'autres mesures parce que vous êtes mal. Page 154, bien sûr, le massacre de la Saint-Barthélemy. Avec 2 pages consacrées au massacre de la Saint-Barthélemy, une représentation de la Saint-Barthélemy, et ensuite, on dénonce des massacres protestants. La propagande catholique attise la haine contre les protestants. C'est-à-dire, quand c'est la Saint-Barthélemy, c'est les catholiques qui massacrent des protestants, c'est un fait. En revanche, quand c'est des protestants qui disent, alors là on voit une image, ils sont en train de tirer sur un crucifix dans une église, la propagande catholique attise la haine contre les protestants. Et il n'y a rien en particulier sur les Michelades de Nîmes, en 1567, qui ont quand même fait une centaine de morts. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est bien sûr la présentation de l'islam. Dans le manuel Belin de 5e, page 16. Vous vous rappelez tout à l'heure, il fallait pas prendre en compte les sources religieuses. Page 16. Mohammed, fondateur, le titre, Mohammed, fondateur de l'islam, la conquête de l'empire musulman, croyances et pratiques de l'islam. Selon la tradition religieuse musulmane, alors je comprends tout à l'heure, on avait dit qu'on n'avait pas le droit pour les catholiques de prendre en compte les traditions religieuses. Selon la tradition religieuse musulmane, en 610, l'ange Gabriel annonce à Mohammed qu'Allah l'a choisi pour être son prophète. Mohammed prêche alors une nouvelle religion monothéiste à la Mecque. En 622, face aux critiques dont il est l'objet, Mohammed doit quitter la ville et se rend à Yatrib, c'est l'Égir. À Yatrib, rebaptisé Médine, Mohammed fonde la première communauté musulmane. En 630, il s'empare de la Mecque et y interdit le polythéisme. À sa mort en 632, la plupart des Arabes sont devenus musulmans. Il n'y a plus aucun conditionnel là. Alors que je vous renvoie aux travaux très érudits, je ne sais pas si l'abbé de Tanoir l'a fait venir, c'est quelqu'un d'éminent, les travaux du père Gallet. Il est venu, bon, c'est passionnant. Bon, et lui, il dit, tout ça c'est carabistouille. Voilà. B. La conquête de l'empire musulman. Je vous cite. Dans les territoires dominés par les Arabes, les populations se convertissent peu à peu à l'islam. Les Juifs et les chrétiens restent libres de pratiquer leur religion contre le versement d'un impôt. Ils sont quand même super sympas. Bon. Ce qui est vrai est faux. Ce qui est vrai est faux. En terre d'islam, les chrétiens et les Juifs sont des sous-citoyens. Ce sont des dhimmis. Mais ce n'est pas que payer un impôt. C'est porter un vêtement particulier. C'est s'écarter du chemin d'un musulman. C'est ne pas avoir le droit de monter à cheval, par exemple. Alors que là, on nous dit, tout ça, ça se fait gentiment, quoi. Alors que l'expérience nous montre que, en particulier pour le Moyen-Orient, l'arrivée des Arabes à partir du 7e siècle, la population, il y a 3 tiers, quoi. Il y a un tiers qui est massacré, un tiers qui part, et un tiers qui se convertit. Bon, et il reste, mais pas grand monde. Une civilisation brillante. Un petit peu plus loin. Voilà. N'oublions pas que de 624 à sa mort, Mahomet se livre lui-même plusieurs fois au massacre systématique de tribus juives entières présentes en Arabie. Voilà, en Arabie, il y a des juifs. Je vous renvoie aux travaux d'Anna Zacharias, etc., sur l'influence du rabbin de la Mecque sur Mahomet. Comment résister à l'attrait suscité par une telle religion de paix et d'amour? Et donc la religion, la voilà. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit tout à l'heure de la société chrétienne? Une société organisée, une église riche et influente.
Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est une civilisation brillante. Tout est dans les... Et rien n'est dû au hasard. J'ai eu beau chercher, jamais je n'ai trouvé dans aucun manuel ce qualificatif associé au christianisme. Page 64, quand on parle de la société chrétienne, être chrétien au Moyen-Âge, des croyances, être chrétien au Moyen-Âge, des pratiques, disons que c'est moins chaleureux. Nous pourrions multiplier les exemples à l'infini. Tentons cependant une rapide synthèse. Les faits sont là. La méconnaissance de l'histoire chronologique empêche l'enfant de se positionner dans le temps et l'espace, de se sentir l'héritier d'un destin particulier. Ce destin, fruit de l'union mystérieuse d'une terre et d'un peuple, ayant, selon l'expression de Renan, la mémoire d'un passé vécu en commun et la volonté de bâtir un avenir ensemble, dans la fusion autour des mêmes valeurs et des mêmes croyances. Passer en une année, en 6e, de la Mésopotamie à l'Inde des Gupta, après avoir fait un détour par Athènes, Rome et Byzance, procède de la volonté de fabriquer un citoyen du monde, laïque et républicain, jetant sur toutes les cultures, civilisations et religions un regard sceptique et détaché. La mise en avant des grands hommes qui étaient des modèles auxquels chacun pouvait s'identifier, générant fierté d'appartenance et désir d'imitation, a laissé la place à la variation du cours du blé au Moyen-Âge, sujet certes passionnant, mais moins apte à nourrir et à enflammer l'imaginaire collectif et identitaire. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry livre cette réflexion pleine de bon sens et de vérité. On ne comprend bien qu'avec le cœur. Ces manuels d'histoire semblent avoir été composés par des auteurs qui non seulement n'aiment pas la France, mais semblent éprouver un malin plaisir à mettre en valeur tout ce qui est de nature à susciter la haine de la France. À l'occasion de la conquête de l'Algérie en 1830, voici le texte que propose le manuel Nathan de 4e. Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Les terres très fertiles ont été arrachées des mains des Arabes et données à des Européens qui, ne pouvant ou ne voulant pas les cultiver eux-mêmes, les ont louées à ces mêmes indigènes qui sont ainsi devenus les simples fermiers du domaine qui appartenaient à leur père. Je me demandais quel pouvait être l'avenir d'un pays livré à de pareils hommes, et où aboutirait enfin cette cascade de violence et d'injustice, sinon à la révolte des indigènes et à la ruine des Européens. C'est un texte de Tocqueville, note sur l'Algérie en 1841. Cette histoire est objectivement très politisée, car les 2 années d'examen ont un programme qui porte sur des événements récents à propos desquels l'historien ne bénéficie pas toujours du recul nécessaire, puisque le brevet des collèges qui se passe à la fin de 3e couvre la période 1914-2000 et le bac de terminale, la période 1945 à la terminale. Ce dessin politique est également bien exprimé, page 91, du plan national d'action contre le racisme et l'antisémitisme pour 2012-2014, donc que nous devons à la majorité précédente. Au collège, les nouveaux programmes d'histoire de la classe de 3e proposent aux élèves une réflexion sur l'évolution de l'immigration en France au XXe siècle, ce qui leur permet de comprendre que l'apport des populations étrangères a constitué une chance pour la France. Donc c'est l'objectif politique du programme tel qu'il est conçu. L'étape suivante vient d'être franchie par cette intervention d'une professeure certifiée répercutée par le Salon Beige. Pour la rentrée 2012-2013 pour les 3e, nous avons appris que nous n'avons pas à choisir de manuel, car il n'y aura pas de budget pour les manuels papier en 4e et 3e, car le Conseil général a choisi les manuels qui seront en version numérique sur les ordinateurs portables que le Conseil général prête aux élèves de 4e, 3e et professeurs de collège. Les enseignants ne sont pas du tout consultés sur le choix du manuel, c'est le Conseil général qui décide, donc le pouvoir politique. Cette histoire, que l'on n'ose pas dire de France, est décentrée car à prétention universaliste, fragmentaire car certains épisodes de notre histoire sont occultés, anonyme car le visage des personnalités qui ont bâti notre pays est gommé, intemporelle car la continuité chronologique en est absente, culpabilisante car les ancêtres des Français de souche y sont sans cesse mis en accusation, politisée car les examens portent toujours sur des périodes récentes. Elle vise à créer une société d'amnésiques, hébétés et culpabilisés, qui seront la proie de toutes les manipulations médiatiques.
Plus aucun esprit critique ne peut analyser au regard de l'expérience des faits et de la connaissance de la nature humaine le flot sans cesse renouvelé des informations que suscite l'actualité, où l'affectif et le sensationnel prennent trop naturellement le pas sur le rationnel et l'analytique. Comme l'écrit Laurent d'Andrieux, en privant ainsi les citoyens de toute transmission, on croit former peut-être des individus pleinement maîtres de leur destin, des citoyens du monde, des agents économiques à la flexibilité parfaite et des consommateurs adaptés aux innovations perpétuelles d'un marché mondialisé. On fabrique surtout des générations de déracinés, balayés par la première bourrasque, faute d'avoir la moindre fondation, propres à former les gros bataillons de la barbarie qui vient. À mon humble avis, la barbarie est déjà là. C'est face à cette destruction annoncée, assumée, voulue de notre mémoire nationale par un enseignement fallacieux de l'histoire de France, que l'œuvre scolaire Saint-Nicolas s'est attachée il y a 10 ans maintenant à la rédaction d'un manuel d'histoire de France. Notre mot d'ordre a été tout d'abord d'être fidèle à la forte réflexion de Don Gérard. La première condition pour servir la vérité, c'est de ne pas la rendre ennuyeuse. La première condition pour servir la vérité, c'est de ne pas la rendre ennuyeuse. Nous avons donc fait le choix d'une riche iconographie, en reprenant en particulier toutes les photos, toutes les images, tous les tableaux que les lecteurs sont susceptibles de retrouver dans des musées, pour vraiment créer un lien. Et avec beaucoup d'illustrations, de photos, de tableaux des grands hommes, ce qu'on ne trouve pas dans les manuels là. Il n'y a plus de photos des grands hommes, parce que l'histoire est le fruit des rapports socio-économiques, démographiques, etc., mais n'est pas lié à la personnalité des grands hommes, ce qui est une contre-vérité. Le siècle de Louis XIV n'aurait pas été le siècle de Louis XIV sans Louis XIV. Je veux dire, Louis XVI confronté aux mêmes événements, l'histoire nous a montré que ça se passait pas de la même manière. Donc il y a bien des hommes qui bâtissent l'histoire. Donc très riche iconographie permettant de mémoriser les héros de notre histoire nationale et les chefs-d'œuvre artistiques de notre patrimoine. Nous avons également respecté une trame chronologique. Dans chaque chapitre, il y a le résumé des dates à retenir. Vous avez une petite partie en couleur, les dates à retenir sur le chapitre. Du texte, 3/4 de texte, dont nous avons la faiblesse, ça a été très bien écrit par Anne de Mézeray, d'avoir un texte qui soit agréable. Des résumés qui permettent de savoir ce qu'il faut retenir. Des documents peu nombreux, mais signifiants, qui cherchent à illustrer ce qui est développé. Il y a également, lecture, le chant des gardes suisses de Louis XVI, pour le chapitre sur la Révolution française. Donc, une iconographie riche, du texte, des documents, 16 cartes, comme je viens de le dire, et puis également d'un point de vue pédagogique, donc chacune des parties est sur un fond en couleur un petit peu différent, de manière à permettre de mieux mémoriser. Et chaque fois que dans le texte, il y a un mot nouveau, le mot nouveau est en couleur. De manière à ce que soit l'enseignant, soit la personne adulte, etc., sache, je risque d'avoir des questions là-dessus. Et puis aussi, fondamentalement, ce document a été animé par une piété filiale, qui, sans voiler quelques pages discutables de notre histoire de France, je parle bien sûr de la Révolution française ou de la dictature de la Troisième République, s'attache à faire aimer notre pays dans ses heures de gloire comme dans ses heures d'épreuve. Nous avions confié donc la direction de ce manuel à Philippe Conrad, donc historien connu. Il a fait faire les travaux de rédaction par Anne de Mézeray, donc une jeune agrégée d'histoire. Nous avons eu comme préfacier et relecteur Philippe Conrad, Jacques Hers, qui fait une préface, et également monsieur l'abbé Schaeffer, qui est historien, qui a relu le texte. Je crois que l'esprit de notre travail est bien résumé dans ce texte que cite Philippe Conrad. De toutes les choses qu'on enseigne aux enfants, il n'en est aucune qui leur soit plus nécessaire que l'histoire de leur pays. On a d'autant moins droit à la leur cacher qu'ils y trouvent la révélation de leur propre noblesse. De petits Français, issus de tous les milieux, qu'on n'a pas instruits de la grandeur de leurs origines, ressemblent à ces petits princes qui ont été volés par des bohémiens et qui,
loin du palais paternel, vivent dans un désordre sordide sans savoir qu'ils sont fils de roi. On comprend aisément que les démagogues veulent supprimer l'enseignement de l'histoire. Ils ont besoin de réduire les hommes à un état d'impersonnalité et d'abêtissement où ils ne se distinguent plus les uns les autres pour les embrigader dans leur sombre parti, pour les enrôler dans les armées de la sottise. Ah, c'est un texte de l'entre-deux-guerres, ça. Donc c'est tout à fait d'actualité. Nous avons voulu, dans ce manuel, faire non pas pour le plaisir de faire le contraire de ce qui se passe, mais Monsieur l'abbé de Tanoire l'a dit tout à l'heure, voilà, critiquer c'est bien, c'est nécessaire de voir le mal, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Ben voilà, là, nous proposons quelque chose. En répondant à la question de quelqu'un tout à l'heure, nous en sommes à la 4e édition, et donc on est à un tirage aujourd'hui de 8000 exemplaires. Alors, je sais pas si ça vous dit grand-chose, je peux vous dire que dans même dans l'absolu, 8000 exemplaires, c'est pas rien, quoi. 8000 exemplaires, c'est pas rien. Alors, à l'origine, nous avions pensé nous adresser aux écoles. Et puis, en fait, l'expérience a montré que les écoles ne représentent que 10% des ventes. Donc, des écoles, une quinzaine d'écoles qui ont acheté le manuel. Mais que 90% des ventes, c'est quoi? C'est des particuliers, c'est des enfants, des parents pour leurs enfants, des parents pour leurs petits-enfants, des gens pour leurs filleuls, pour leurs neveux, voilà. Aujourd'hui, il n'y a que ça, parce que l'histoire de France de Bienville, c'est bien, mais c'est un peu austère, voilà. Je vous renvoie, c'est pour ça qu'on l'a mis au début, le truc de Don Gérard, on a cherché à faire véritablement quelque chose d'attrayant. Et je crois qu'il n'y a pas plus révélateur de la qualité de ce travail que ce qu'écrivait un de nos lecteurs, un Alsacien. « J'ai reçu vendredi votre manuel d'histoire de France. Toute cette fin de semaine, je l'ai parcouru avec presque de la gourmandise et réappris bien des choses oubliées, et je dois féliciter les auteurs. Ce manuel devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Les textes sont parfaits, ni trop peu, et évitent adroitement l'historiquement correct. Les illustrations sont agréables à l'œil, et surtout l'organisation générale du manuel, différentes couleurs des chapitres, les résumés, les dates à retenir, les textes à lire pour se détendre, montre le souci des auteurs de se faire comprendre et apprendre de leurs étudiants. Moi qui ai quelques années d'études derrière moi, j'ai apprécié en connaisseur. Bravo à Madame de Mézeray et à ses collaborateurs. À tous je présente, avec mes admiratives salutations, félicitations et remerciements. Voilà, il est charmant ce monsieur. Alors, que vous dire de plus? Donc, sur notre 4e édition, comme je le disais tout à l'heure, donc on a supprimé la mention court moyen et on a rajouté un 74e chapitre. Ce 74e chapitre nous menant jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez même l'élection de François Hollande, et portant comme titre « La France en crise ». Voilà. Et le document qui est présenté, c'est la question de Jean-Paul II au Bourget. Alors permettez-moi pour conclure de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Voilà, je crois que ce chapitre sur lequel on a retravaillé à la fin est un chapitre important. C'est les questions auxquelles nous devons répondre si nous voulons que l'histoire de France perdure. Voilà, que ce pays continue à exister dans la fidélité à sa vocation. Alors, je vous ai lu une lettre d'auteur. La presse, alors monsieur l'abbé de Tanoire le disait tout à l'heure, c'est effectivement lui qui le premier a fait une recension. Spectacle du Monde, enfin un vrai manuel, l'homme nouveau, un cadeau utile et indispensable que les parents et les grands-parents se plairont à offrir. Minute, un manuel pas comme les autres, la nouvelle revue d'histoire, richesse du contenu, qualité de la lisibilité et de l'illustration. Voilà, cet ouvrage nous paraît adapté à la fois pour les scolaires, des élèves du primaire, du collège, du lycée, voire en préparatoire. Et puis c'est également, nous approchons de Noël, me semble-t-il, le plus beau des cadeaux. Il faut peut-être pas exagérer, mais certainement un très très beau cadeau pour les fêtes qui viennent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos neveux, pour nos filleuls. Il y a la foule de ceux qui pleurent sur les malheurs des temps et la cohorte de ceux qui contribuent à rendre les temps meilleurs. Par la diffusion de ce manuel, nous vous invitons à rejoindre la petite phalange de ceux qui n'ont pas renoncé et qui savent qu'il est des images gravées dans l'âme d'un enfant qui seront demain porteuses d'espérance et de renouveau. Je vous remercie.
Voilà, 1 heure juste. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on puisse prendre un petit coup à boire, que vous puissiez vous ruer sur l'achat de notre manuel d'histoire de France. Et je vous ai apporté 2-3 autres documents d'histoire en bas pour ceux que ça intéresse. Je voudrais vous, Allez-y, si, posez des questions. je voudrais vous demander. Alors, pardon, oui. Je voudrais vous demander. Alors, qui c'est qui organise, disons les textes qui font les textes, qui pensent Eh ben, les c'est au textes. ministère de l'Éducation nationale. Il y a une direction des programmes. Il y a Donc, des c'est gens eux qui font qui- les programmes. qui- Oui, c'est c'est eux le ministère qui de l'Éducation imposent. nationale qui fait ça. Et au niveau des éditeurs, ils suivent. Ah ben les éditeurs, une fois que le programme est connu, avec les orientations, ben l'éditeur il fait ce qu'il veut. Mais mais qui c'est qui choisit quand même les images? Ah ben ça c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Ah oui, ça c'est l'éditeur. Donc les éditeurs sont aussi pourris. Oui, ils ont une orientation, une vision de l'histoire de France bien précise, quoi, avec une Ils sont idée de relatifs. fond. Pour moi, il faut retenir ça. L'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, c'est pour amener tous les étudiants, tous les élèves qui habitent en France, pour dire que bon, la France, c'est pas ce qu'on croit. La France, d'abord ça commence en 1789, et ensuite que quelle que soit notre religion, du moment qu'on respecte les droits de l'homme, tout le monde a sa place ici. Voilà, c'est ça la thèse de fond. Et dans les autres pays européens. Alors, très bonne question. Je vous renvoie à un article dans l'excellente revue de notre ami Michel de Gégère, qui est toujours en kiosque, puisque je l'ai vu, mais elle est en kiosque pour 8 jours encore. Il a fait un hors-série, un Figaro Histoire sur l'enseignement de l'histoire, la manipulation de l'histoire. Il faut que vous fassiez l'acquisition de ça. Bon. Et en particulier, il y a une excellente conférence de François-Xavier Bellamy sur vie et mort du roman national. Dans les autres pays européens, ça se passe pas comme ça. Pourquoi ? Pour 2 raisons bien simples. C'est que l'unité française, la France est un pays qui a 15 siècles. L'unité de l'Allemagne, ça a 1 siècle et demi. L'unité de l'Italie, ça a 1 siècle et demi. Donc tout ce qui a été forgé autour de cette mise en avant du destin national de la France, ça n'a pas existé dans les autres pays. L'Espagne, si, vous avez raison. L'Espagne, si, mais cette volonté, cette importance accordée à l'histoire depuis la Troisième République pour forger un destin national, ça ne s'est produit qu'en France. C'est-à-dire, dans les autres pays, ils font de l'histoire, mais ils sont allés moins loin dans l'exaltation de l'histoire. Sous la Troisième République, il y a 1 heure d'histoire par jour. Alors, histoire, géographie, instruction civique. 1 heure par jour. Eh ben, les autres pays européens, ils sont allés moins loin dans l'insistance, et ils vont moins loin dans le dénigrement aussi, parce que pour eux, c'est un truc plus banal. Alors, idéologiquement, est-ce qu'au niveau de l'Union européenne... Je sais, alors, je connais pas je sais pas. Je sais qu'on insiste moins là-dessus. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose, ça vous arrête. Ça marche? Je suis professeur aussi, entre autres. Je réponds à monsieur en même temps. Il y a un conseil national des programmes. Oui. Sous le ministère. Oui, c'est ça, oui, il y a une direction. Quels que soient les ministères. J'ai envie de vous dire vos critiques. Est-ce que vous les avez formulées auprès du conseil national des programmes? Non, j'ai fait, Voilà une action merveilleuse à faire. Alors, Non. Alors, si ce n'est que pour faire ça, je n'ai, moi, aucun titre universitaire. C'est-à-dire, je fais, alors j'ai travaillé, c'est quelques heures de travail, etc. Mais pour mener une action de ce type, il faut être agrégé d'histoire, il faut être docteur en histoire. Vous avez un agrégé dans votre livre? Ah oui, on a un agrégé. Herse est agrégé, Voilà. et puis Anne de Maiseret est agrégée aussi, Mais bien sûr. je m'étonne que vous n'ayez pas fait cette démarche. Eh ben, Si vos critiques sont fondées. Ah ben, je vous renvoie au texte. J'ai entendu vos arguments. Non, faut regarder les textes. Voilà. Pourquoi ne pas écrire? Ça vous coûte rien d'écrire à des grands professeurs, à des chaires d'histoire, et faire avancer vos idées. On peut faire écrire. Ça fait avancer. Il faut que ce soit des universitaires qui écrivent. Moi, Par je ne suis exemple, pas oui. universitaire dans ce domaine. Mais- Pardon? Herse peut écrire, bien sûr. Voilà. Mais on peut, c'est une bonne idée, on peut demander, bien sûr. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, ma vision historique, la France n'a pas 15 siècles. Alors, Parce qu'avant la Renaissance, au Moyen-Âge, c'est pas la France actuelle. mais Il y a, bien sûr, c'est pas la excusez-moi, France il y a un actuelle. comtat de Provence, Non, il y a la Bretagne. On est d'accord. Tout ça est très séparé. On est Donc, d'accord. allons doucement. La France, telle que nous Ce- l'imaginons,
Elle est On est beaucoup d'accord. plus récente. On est d'accord. Ce qui est vrai... Je dirais la même c'est- chose, si vous c'est- permettez 2 secondes. Je dirais la même chose de la messe de toujours. Saint Pie V, par exemple. Elle est du XVIe siècle. Non, pas pour tous ces Non, mais éléments. avant, C'est comme- pas le sujet. Non, mais avant, comment on célébrait, on n'en sait Non. rien. Vous voyez ce que je Ah veux si, dire? si. Non, Oui, avant, mais à peu comment- près. C'est pas vrai, ça. Non, mais je veux dire, Ce qui c'est est... pas aussi figé, voilà. Ce qui est... mais je Eh suis ben, c'est d'accord. pareil pour la France. Ce qui est vrai, Vous voyez, je mets c'est un peu de autour- bémol. autour du précaré capétien, qui est fait, alors c'est ici, c'est l'Île-de-France, c'est le Nord, hein, c'est l'Oise et tout, etc. C'est autour de ça que va se bâtir la France. Vous avez bien raison. Toulouse, la culture historiquement est autre chose depuis longtemps. Vous avez bien raison. Mais c'est d'ailleurs, moi je suis breton, et cette insistance aussi sous la Troisième République, quelque part, la Révolution française joue un rôle de creuset très important, parce que on parle pas la même langue partout, on n'a pas la même monnaie, on n'a pas les mêmes mesures et tout, etc. Et c'est un facteur, alors on le voit positivement ou négativement, mais c'est un facteur la Révolution est un facteur d'unité très fort. Alors, détruire, oui, qu'on le veuille ou non, ça c'est sûr, ça. Il y a une forme de centralisation, mais Louis XIV, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Hein. C'est-à-dire que en particulier les parlements, sur un certain nombre de mesures, il fallait l'accord des parlements locaux, quoi. Parce qu'il y a, on peut, voilà, moi je donne une orientation générale, je crois qu'elle repose sur des faits difficilement contestables. Alors après, chacun a son centre d'intérêt, sa remarque sur qu'on va avoir du mal à épuiser dans la soirée, quoi. Ce que je crois important, c'est comprendre la trame et l'idée générale, quoi, qui sous-tend tout ça. Que la France c'est fini, voilà, la France c'est fini. Alors, pour prolonger notre soirée, donc nous pouvons continuer au sous-sol. Donc notre manuel d'histoire, le cadeau 25 €, et puis j'ai également un certain nombre de livres et de DVD, mais on m'a dit de les mettre en bas, donc je les ai mis en bas, et donc vous pouvez venir vous procurer ça. Et également, voilà, monsieur est un connaisseur, nous avons les actes de nos universités. Le christianisme va-t-il disparaître? Et j'ai mis celui-là en avant en particulier parce qu'il y a une conférence de l'abbé de Tanoirne.